assez différentes de ce dont on a parlé jusqu'à présent, qui nous ressembleraient. Donc des êtres faillibles, avec des questions, beaucoup de curiosité, beaucoup d'incertitudes sur leur statut, des questions sur leurs origines, quelque chose qui est d'un domaine très différent, qui viserait à construire des robots autonomes qui fonctionneraient un peu comme nous. Donc, on a une chaise enfin. Je remercie tous les orateurs et puis les personnes qui se sont jointes à nous et qu'on retrouvera ailleurs dans d'autres panels aussi, pour leurs interventions et pour leur présence. Alors, on va commencer avec quelques questions. On va laisser les choses s'organiser, puis on ouvrira vers le public parce que vous êtes là et vous avez certainement aussi envie de poser des questions. Donc, peut-être que je peux lancer une question générale et que chacun... Ah, je dois vous prévenir que j'ai une condition neurologique, vous me verrez trembler, c'est pas que je suis particulièrement anxieux, c'est comme ça, qui concerne un peu tout le monde, et peut-être que chacun peut rapidement s'exprimer autour de ça. Finalement, on voit que le facteur humain, et notamment la motivation, les émotions, la volonté, sont fondamentales dans la résilience, autour de la récupération fonctionnelle et de la santé. On s'inquiète beaucoup parfois d'un corps augmenté qui serait devenu quelque chose d'autre que l'être humain puisqu'il est enrichi de technologie. Mais finalement, est-ce que l'être humain n'est pas toujours autre chose que lui-même et finalement arrive assez bien à accepter d'intégrer des outils nouveaux? On penserait au peintre, pour qui le pinceau devient une extension naturelle du corps. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas par nature tout à fait OK et voué à pouvoir vivre avec un corps augmenté dans un certain sens? On peut peut-être commencer par Rodon Vallée, qui a un micro. Merci beaucoup. En fait, effectivement, j'ai créé la Fondation Vallée, qui est la plus grande au monde en matière de bourse d'excellence. Nous travaillons au Vietnam avec une quinzaine de prix Nobel, notamment en physique, avec mon ami Michel Tran Thanh Van. Si vous voulez un prix Nobel de physique, il faut aller le voir. C'est pas automatique, mais quasi. Nous avons 370 médailles aux Olympiades mondiales de maths, physique, chimie, biologie, informatique. Ce qui me frappe, puisque je suis au Vietnam, au Bénin et en France, c'est qu'ici nous sommes en Suisse. Nous sommes à Genève, beaucoup à Lausanne, c'est très bien. Tout ce qui a été dit est passionnant et je pense qu'il y a un ou deux prix Nobel qui ont leur sens là. Oui, non, mais c'est pas des blagues. Hein. En même temps, il y a 1,2 milliard d'êtres humains qui sont complètement hors jeu. C'est tout ce qui est africain. Pourquoi? C'est le coût énorme de tout cela. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une fracture qui est en train de se faire entre un monde qui a accès à l'intelligence artificielle et un monde qui n'en a pas accès, parce que autant le Vietnam assez pauvre, mais a accès parce que c'est un pays confucéen qui fait énormément pour les études, autant les pays africains, à l'exception de l'Afrique du Sud, ne veulent pas ou ne peuvent pas. C'est très important parce qu'au moment où le gouvernement français prend des mesures anti-immigration, il est infiniment probable qu'avec tout ce qui a été dit concernant tout ce que peut l'intelligence artificielle sur la santé de l'être humain, nous allons avoir des flots de demandes d'Africains qui vont dire « Moi, je vais être soigné par des docteurs français qui ont accès à l'intelligence artificielle. » Sous-entendu, ce sont les sorciers blancs. J'ai j'ai eu 6000 étudiants en médecine à Paris quand j'enseignais les sciences humaines à Bichat et la Larivoisière, et j'ai un de mes anciens élèves qui est chef de clinique à Saint-Louis, hein, et qui me disait, nous recevons une Africaine qui a à la fois drépanocytose plus maladie de Hodgkin, nous sommes en gros capables de calculer son espérance de vie, mais nous sommes également capables de calculer ce qu'elle va nous coûter. Réponse, elle va nous coûter entre 2 et 3 millions d'euros, c'est-à-dire 200 ou 300 fois le salaire annuel minimum au Bénin. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai les meilleurs élèves de médecine, les meilleurs internes et les meilleurs jeunes médecins du Bénin. Ils sont en prison à soigner des détenus. Et ils me disent ceci, Monsieur Vallée, ce que vous nous racontez sur l'intelligence artificielle, c'est parfait, sauf que les médecins les plus âgés ne veulent rien entendre. Nous sommes les jeunes en Afrique
les jeunes, ils n'ont aucun droit, c'est les vieux qui l'emportent, c'est les sorciers, c'est les sages, etc. Donc il faut renverser la pyramide des âges. Et enfin, dernier point, j'ai réussi à jumeler les meilleurs lycées français du Grand Henri IV avec les meilleurs lycées vietnamiens. Mon ami Cédric Villani dit « Tout ce que vous racontez sur l'intelligence artificielle, il faut s'en préoccuper pour les études supérieures. » Et les proviseurs me disent « Monsieur Vallée, si on ne commence pas à l'âge de 15 ans, il sera trop tard après. Nous avons des nouveaux programmes en France. Il faut absolument que dès l'âge de 15 ans, on soit initié à ces spécialités, parce que les études de médecine vont complètement changer dans 2 ans. Je connais bien les éditeurs. On va avoir des programmes d'intelligence artificielle en première année. Réponse de certains, on a du mal à savoir qui pourra enseigner, qui ne pourra pas enseigner ça. Et mon ami, le professeur Béoussif, qui est un très éminent anesthésiste réanimateur, me comprendra quand je dirais qu'il y a des médecins africains qui disent « Bon, l'anesthésie-réanimation, c'est très bien. Sauf que, est-ce qu'il faut réanimer ou pas réanimer? Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire un peu des calculs complexes qui disent combien ça va coûter la vie d'un réanimé, l'hospitalisation d'un réanimé, et peut-être en fonction de ses probabilités de survie, combien ça va coûter à la société, mais combien ça va rapporter aussi, peut-être les deux. Et enfin, dernier point, le plus simple et le plus compliqué, Ambroise Paré disait « Je le pensais, Dieu le guérit ». Bon, ben aujourd'hui, il y a un bon Dieu, je m'excuse, je fais de la pub, mais vous allez voir que ce n'est pas que de la pub, ça s'appelle le bon Dieu Urgo. Parce que nous soyons dans les prisons béninoises des amputés, nous soyons des gens qui ont été atteints par des grenades lors de manifestations. Il y a une photo horrible qui a circulé avec un gars qui avait le bras pendouillant. Or, il y a des pansements Urgo qui ont été conçus avec des algorithmes hyper compliqués d'intelligence artificielle. Ça coûtait hors de prix. Il y a 20 brevets déposés à peu près. Mais ces pansements-là qui sont autodissolvants permettent de raccourcir le temps de cicatrisation, permettent de diminuer le risque d'infection. J'en ai donné à mes médecins, ils ont fait des trucs formidables sur des gars amputés. Un simple pansement, mais en même temps, là encore, le prix. Et puis, la pratique du médecin qui doit savoir s'en servir. Il y a un facteur humain, il y a un facteur économique. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est un sujet fondamental, peut-être par lequel j'aurais dû commencer moi-même en posant ma question, celui des risques, des inégalités. J'aimerais par exemple entendre le professeur Courtine, qui est très avancé, même s'il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez que dans un futur plus ou moins lointain, si ces technologies peuvent être mises sur le marché, ça sera quelque chose qui sera trop cher pour être accessible par le plus grand nombre? Est-ce que ça pourra bénéficier à tout le monde ou seulement à une élite très restreinte? Bon, il est évident que des technologies, compliquées à construire, 2, à valider, parce qu'il y a toute une phase de validation, d'autorisation, de remboursement par les assurances, etc., qui coûtent très cher à ceux qui les développent, et puis ensuite des opérations chirurgicales, plus des processus d'entraînement compliqués qui durent longtemps, c'est une thérapie qui coûte très cher. Alors après, aux sociétés occidentales, voir depuis leur développement de trouver, de décider si oui ou non on veut investir pour aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie. Et là, c'est la cruauté des assurances médicales qui décide. Professeur Béoussif, est-ce que vous partagez le même constat, les mêmes inquiétudes? Non, je suis plus optimiste, parce que c'est Max Weber qui disait le possible ne serait jamais atteint si vous le tentez sans cesse l'impossible. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le monde, 80% de la population vit avec moins de $10 par jour. En même temps, la technique libère. Un échographe de poche connecté à son iPhone, un échographe, ça coûte $2500, alors qu'un vrai échographe dans le monde hôpital, c'est entre 50 et 100 000 euros. Donc la technique est là pour pouvoir libérer. Pendant très longtemps, le premier opérateur bancaire en Afrique, c'était Orange.
Parce que les cahiers Massa s'échangent cette partie-là avec leur téléphone portable. Et puis ça participe de l'économie parce que la mère qui va au marché, elle va calculer juste le nombre d'œufs qu'elle a pour pouvoir vendre et autres. Et c'est parce que Orange a très bien marché en Afrique comme grandeur nature que maintenant on peut faire Orange Bank en France et puis en Europe. Donc par rapport à la technique et au progrès, on a toujours cette dimension qui est ambivalente. Et vous avez souligné l'impact des émotions, ambivalence aussi pour nous. Mini-exemple, il y a 3 semaines, je discute avec le professeur Gabriel Steg, un très grand cardiologue, responsable de la Société européenne de cardio. Je dis quand même, les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont beaucoup compétents, je ne sais pas du tout ce que vous avez vous, pour analyser un électrocardiogramme, on fait beaucoup de progrès. Je me rappelle, moi, dans le début des années 80, jeune étudiant, avec toute la pénibilité, la difficulté qu'on doit faire pour apprendre à interpréter un électrocardiogramme, on était gêné et jaloux de la machine qui faisait aussi bien que nous. Et donc maintenant, ça s'est beaucoup amélioré, c'est impeccable. Et là, il éclate de rire. Il dit, mais pourquoi tout le monde de moi? Il me dit, parce que c'est un des premiers éléments algorithmiques qui ont été faits dans les 80, et l'algorithme de l'interprétation de l'ECG actuel, issu des années 80, c'est le même. Il a très peu changé. Il dit, ce qui a changé, c'est toi. C'est-à-dire que notre vision, notre interface par rapport à la machine, ce que je l'interne, je voyais comme une sorte de compétiteur par rapport à un bon savoir durement acquis à la solde des boucles, à la solde des livres, on a finalement pu comprendre cette dimension-là. Et donc, bien souvent, en médecine, on n'est pas dans le registre hautement sophistiqué tel que ce que l'on a pu voir. On a des éléments prothétiques simples, une lunette, un stylo, un iPhone pour apprendre, un Vidal, qui soit numérique ou sur papier. On a des systèmes progressivement qui sont soit des systèmes qui sont extrêmement passifs, soit des systèmes critiques, le GPS, tu ferais mieux d'aller par là que par là, ou des systèmes d'alerte, si tu vas là, finalement, avec telle ou telle glycémie, attention, ou c'est le moniteur de l'AREA, c'est un élément qui peut te guider, pour arriver finalement à des systèmes actifs, où finalement on peut aider. Et plus que l'intelligence artificielle, peut-être qu'on se cause un peu de mots, c'est de la réalité accompagnée, c'est une sorte de support. Là encore, c'est des lunettes pour permettre de voir un peu mieux ce qui est plus lointain pour moi. Et tant que le médecin, je trouve ça plutôt rassurant que la machine détecte un cancer sur une radio du poumon qui est un peu difficile ou fait aussi bien qu'un groupe de 5 dermatologues confirmés. C'est plutôt bénéfique parce que ça permet de redresser un potentiel diagnostic et surtout de pouvoir me laisser plus de temps pour discuter humainement avec le patient, pour faire face ensemble à l'inéluctable. Finalement, c'est comme le nombre des hommes, c'est la meilleure et c'est la pire des choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la technique, il faut continuer à pouvoir la maîtriser et donc se l'approprier. Docteur Nicolas Bourdillon, vous venez d'entendre les inégalités, les différences sociales. Est-ce que c'est quelque chose dont vous tenez compte quand vous développez votre application Bicare? Est-ce que justement on peut voir aussi l'Afrique, on a beaucoup parlé de difficultés, est-ce que ça peut aussi être une opportunité? Alors oui, bien sûr, je rebondis tout à fait le dernier intervenant là. Un de nos fondateurs est un fou de montagne, pour l'instant c'est pas très étonnant, mais lui, il va très souvent au Népal, il pousse les là-bas et il est médecin de formation. Et donc, il s'engage à les soigner dans les vallées reculées. Et le problème de ces populations-là, c'est qu'elles ont accès à très peu de choses, et surtout pas à un hôpital, puisque c'est à des jours et des jours de marche. Et donc, le fait d'avoir des objets connectés, une intelligence artificielle, ça peut leur donner accès facilement. Enfin, facilement, évidemment, ça a un coût, mais ça a beaucoup moins de coût qu'une semaine de marche pour aller à l'hôpital. Puisque c'est des données collectées, envoyées, et on a une interprétation, une réponse tout de suite. Et puis si ça ne va pas, on peut peut-être appeler ou alors se déplacer. Et si ça va bien, après tout, voilà. Mais on a un suivi personnalisé à des personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'accès en dehors de ce moyen-là à un domaine de santé. Et donc oui, en ce qui concerne l'ITER, ça reste quelque chose qu'on garde à l'esprit souvent, de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre, même dans les pays défavorisés, aux personnes défavorisées, même ça peut être des personnes dans des pays tout à fait développés mais défavorisés, qui n'ont pas forcément accès à des outils de soins, de développer des outils très simples d'utilisation, avec une utilisation pertinente pour les aider et les accompagner dans leur santé. Oui, je voudrais dire un mot quand même sur la connexion. Il y a la réalité de la connexion et il y a ce qu'on espère de la connexion.
Si vous prenez l'Afrique francophone, en moyenne, la connexion est 4 fois plus lente, mettons qu'en France ou en Suisse, et 4 fois plus onéreuse. C'est-à-dire que pour avoir un même nombre de données, il faut payer 16 fois plus cher. Ensuite, si vous prenez la e-médecine, c'est très important, il y a des fondations comme la fondation Grace de Monaco, la fondation FARM qui ont essayé dans plusieurs pays. La e-médecine, compte tenu de la lenteur de la connexion, c'est quasiment impossible. Dernier exemple, j'ai acheté à mes jeunes médecins le dernier modèle de stéthoscope Littmann 3 classique électronique. Avec ça, vous pouvez envoyer, et un amplificateur sonore, chez électronique, vous pouvez envoyer ça pour avoir l'avis du meilleur spécialiste à 10 000 km de là. Problème, la connexion est tellement lente que ça s'est avéré complètement impossible. Donc je pense qu'il faudrait que les opérateurs de téléphone, il faudrait que les grandes marques, vous avez cité en disent un peu la réalité des services qu'ils proposent et de ceux dont les gens disposent réellement, en sachant que le matériel en Afrique coûte 3 à 4 fois plus cher de ce qu'il coûte en Asie. Alors, est-ce que je peux rebondir juste sur ça? Alors, c'est évident que le problème de la connexion, il existe, mais la technique permet aussi d'amoindrir les données. Avant-hier, j'ai téléchargé 10 milliards de tests de serveur, j'avais 180 mégas. Je savais exactement ce que je voulais pour voir. C'est rien du tout. 10 000 tests, 180 mégas, c'est absolument rien. Mais je savais exactement ce que je voulais voir, je savais de quelle information j'avais besoin. Je n'ai demandé que ça et j'avais pour 10 000 tests une demi-pièce de monnaie en équivalent poids. Une toute petite quantité de données en fait. Mais très pertinente et que je peux vraiment utiliser. Alors, vous avez étudié où? Pardon? Vous avez étudié où? Alors, à Paris et à Montpellier, aux États-Unis. Eh bien, à Paris et à Montpellier, où il y a l'excellente faculté de médecine que vous connaissez, la Péronie, tous les Africains francophones vont vouloir venir étudier à Paris et à Montpellier. Très bonne fac. Oui, mais tout à fait d'accord. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez avant, pour éclaircir les choses pour le public, ce que vous dites, c'est que l'intelligence artificielle, en permettant de sélectionner dans les données, réduit le besoin de transférer des grosses quantités de données, c'est ça? Oui, pour l'utilisateur final, une fois que le modèle est abouti, oui. En phase de développement, c'est absolument faramineux la nécessaire à envoyer par l'utilisateur final. Monsieur. Un autre petit éclairage que je voudrais faire, une remarque qui a été faite, c'est vrai que ces algorithmes tellement à la mode et qui nous impressionnent beaucoup, qu'on appelle deep learning, en fait, sont des très vieux algorithmes qui ont été développés il y a très longtemps, les années 50, les années 60, à une époque où il n'y avait pas la puissance de calcul pour les faire tourner. Donc la révolution, elle n'a pas été algorithmique dans ces applications particulières, elle a été technologique au sens de l'émergence de grandes fermes de serveurs. Peut-être que il n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est très bien, vive le débat. La vraie révolution s'est faite avec DeepMind. Donc le fondateur de DeepMind a créé vraiment l'algorithme qui permet d'aller entraîner les couches intermédiaires dans les réseaux de neurones artificiels. Donc tout ce qui est deep learning. Et c'est ça la nouvelle révolution. Donc c'est vraiment un passage fondamental dans tout ce qui est intelligence artificielle qu'on n'avait pas avant. C'est une révolution qui, elle, va entraîner la révolution des 30 prochaines années. Quelque part, il n'y aura aucune vraie amélioration dans les 30 prochaines années jusqu'à la prochaine percée scientifique. Et c'est cette nouvelle technologie qu'il faut appliquer maintenant, qu'on va appliquer aussi pour lire les électrocardiogrammes, qui vont être infiniment meilleurs que les années 80, n'inquiétez pas, ils vont faire tout le travail pour vous. Et c'est ça la révolution, elle est algorithmique. Bon, c'est un grand débat, mais les perceptrons multicouches avec la rétropropagation du gradient sont le fondement du deep learning. Mais bon, on va ne pas entrer dans ces technicalités pour vous endormir, mais c'est une discussion à avoir. On va peut-être donner la parole à Frédéric Briguet de l'application MindMaze. Vous, justement, la collecte des données de masse, c'est quelque chose qui est important pour vous. Est-ce que vous y voyez une limite? On parlait des différences de population et d'inégalités. Est-ce que toutes les populations sur le globe vous intéressent? Alors, absolument. Ça, c'est quelque chose on court après, on cherche après, on essaye d'être présent à peu près sur tous les 4 coins du globe pour collecter des données, pour pouvoir trouver en fait des patterns, des schémas. Parce qu'on va au-delà en fait de ce côté, de ce débat qui est nord, sud, pays émergents, pas émergents, etc. Ce qui est, on parle d'accessibilité
à la santé, à ces éléments de, par exemple pour nous, la rééducation. Nous, on a été extrêmement surpris au contact des patients, par exemple, que même dans un pays comme la France ou la Suisse, il y a des zones rurales où on a le même problème qu'on peut trouver à Madagascar. C'est-à-dire que le médecin, le spécialiste, il est dans une grande ville. Le patient qui a un problème de mobilité, qui ne peut pas conduire, qui doit appeler par exemple son fils ou sa fille pour aller, doit faire 250 km. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important pour nous. À un moment donné, on se dit, oui, la technologie, elle est merveilleuse. Oui, on peut faire de l'intelligence artificielle quelque chose d'extraordinaire. On peut aider le thérapeute à mieux servir son patient, etc. Mais donner l'accès à ce patient, il faut absolument le faire. Et la seule façon qu'on a de le faire, c'est par rapport à une adoption qui est, en fait, la technologie doit s'asseoir, elle doit être portée, elle doit être distribuée. Et ça, c'est extrêmement important. Alors nous, on s'intéresse à ça parce que quand on distribue l'accès à la santé, on récolte ces données-là. Et ces données-là vont permettre à nous d'améliorer sans cesse le travail du thérapeute. Et en fait, c'est un écosystème. Aujourd'hui, dans nos pays, dans les grandes écoles, dans les grandes études, on peut se dire, on peut imaginer le monde du futur. Mais juste en bas, il y a ce simple problème qui est, je peux juste avoir accès à un exercice parce que je n'arrive plus à bouger mon bras. Et c'est ça qu'on essaie d'amener. Après, l'accès aux données, le plus grand frein qu'on a, et c'est extrêmement intéressant, c'est sur la régulation. On est en Suisse, en France, en Europe, je ne peux pas collecter votre donnée, c'est pas possible. Il me faut une régulation, il y a des policies de données, etc. Je vais dans des pays qui est par exemple des pays au Moyen-Orient ou dans des pays en Asie, où cette limite n'existe pas. Parce que pour eux, en fait, il y a un tel besoin d'améliorer, d'innover, d'apporter des nouvelles technologies ou des nouveaux systèmes d'accès de santé qu'ils sont demandeurs à ce que je vous l'apporte, je vous donne ces données-là, si en contrepartie vous me donnez des données. C'est assez paradoxal parce que le professeur Grégoire-Courtine nous disait tout à l'heure à quel point c'était cher, à quel point les investissements étaient importants pour développer ces technologies du futur. C'est assez paradoxal de se dire que c'est les populations qui sont les plus prêtes à offrir leurs données et qui vont finalement bénéficier le moins. Et des données qui ont une valeur... Il y a peut-être une question de justice distributive et puis d'équité ou d'éthique. C'est-à-dire que plus on a de puissance et plus il faut être scrupuleux par rapport à la responsabilité qui est ainsi engagée. Il y avait un papier intéressant dans le New York Times cet été qui disait si vous êtes malade, il faut mieux aller chez le docteur le matin plutôt que l'après-midi. Tout l'après-midi, il a decision fatigue et donc il est moins intéressé à votre cas. Il y a un cas exactement similaire qui a été fait avec les juges qui sont en comparaison immédiate et puis les juges de l'après-midi sont plus sévères que les juges du matin parce que le juge du matin il n'est pas fatigué, il cherche et l'algorithme qui sera ainsi fait serait sans doute plus objectif que le juge lui-même. Moi, je préférerais être jugé par un juge humain plutôt que par un algorithme. Si et seulement si j'ai une forme de contrôle de l'algorithme. Ce même algorithme montre, par exemple, aux États-Unis, que les prévenus noirs ou hispaniques ont, en règle générale, des peines plus lourdes, parce que l'algorithme a appris qu'ils sont sujets à plus de récidives. Donc finalement, tous ces éléments-là nous amènent à plus de scrutinité, parce qu'on a beaucoup plus de responsabilité, et l'algorithme, il est une forme de machine. Le deep learning, c'est un changement de nature et pas un changement de degré. Je vous rejoins complètement. Ça veut dire qu'on doit avoir une scrutinité particulière au plan humain pour pouvoir garder et ne pas construire un nouveau golem. Alors, juste avant que Grégoire Courtine parle, je voudrais juste, avec une note d'humour, rappeler que les juges américains élus dans des États du Sud, par exemple, sont des gens très très arbitraires, qui, quand ils s'énervent, ils condamnent à mort. Donc, à savoir si dans certains cas, il ne faudrait pas mieux quand même l'algorithme. Voilà. C'est vrai. Non, il faut juste faire une dichotomie entre le développement d'algorithmes sur la base d'une quantité énorme de données. C'est pour ça qu'il y a cette course aux données en ce moment, qui est une des valeurs les plus précieuses qui existent au monde. Une fois que ça a été développé, ces algorithmes ils peuvent être utilisés de manière extrêmement simple. C'est pour ça que maintenant les Chinois parlent tous à leur téléphone, parce que les algorithmes ont été développés, et l'accès à cette technologie, elle est finalement de coût très réduit. C'est très différent avec les technologies médicales, surtout celles qui sont implantées. Elles coûtent très 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 cher, on doit, comme tu l'as dit, il faut pouvoir maintenir
aussi la maintenance de ces systèmes implantés, que les patients reviennent, etc. Ça, c'est très cher. C'est très différent. Audon Vallée, je crois, voulait dire un petit mot, et puis ensuite on va essayer d'ouvrir vers le public. Alors, mon ami le professeur Réussif, l'avocat du bon Dieu, je vais faire l'avocat du diable. Alors, nous avons dans nos prisons du Bénin de très nombreux filiales criminels. Maintenant, c'est même pratiquement la moitié des condamnés à de longues peines. Ce sont des gens qui viennent du Nigeria, et grâce aux algorithmes, grâce aussi à la puissance des ordinateurs qu'il y a aujourd'hui, ils arrivent à collecter des millions de données et ils vont faire des petits pleurs du type donnez-moi 1 000 $ parce qu'il faut que j'aille, je sais pas quoi, faire soigner ma fille, ceci, cela. Et quand on ajoute tout ça, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Donc il y a un vrai problème là de cybercriminalité qui se pose de plus en plus, puisque je parle de prison, nous y voilà. Avec les algorithmes, maintenant, on peut prédire à pas grand-chose près la durée de détention d'un homme en fonction de la jurisprudence de ce tribunal. C'est terrible, parce que vous pouvez dire à quelqu'un tu seras 12 ans en prison, et ce sera entre 11 et 13. Est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas? C'est comme la médecine prédictive, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas? Et nos jeunes médecins, là-bas en prison, puisqu'on en soigne cette clinique, sont un peu pris là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de progresser dans le domaine des algorithmes pour mieux prévoir l'avenir? Est-ce que mieux prévoir l'avenir, c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? C'est là qu'on retrouve l'éthique. Alors, avec des gens comme Sadek, bon d'accord, vous êtes très bon, mais il y a des gens qui sont animés de mauvais sentiments avec cela. Voilà l'avocat du diable a fini. Ou pas avocat du diable. De toute façon, toute production humaine, puisque l'humanité est derrière, peut être utilisée positivement ou négativement, et on sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On vit dans un monde très compliqué. Malheureusement, l'avenir est incertain, même quand on pense le prédire. Avant peut-être de passer la parole au public pour les questions, une pour Nathanaël Jarassé, que l'on n'a pas encore entendu sur justement l'éthique et sur cet apprentissage qu'effectue l'intelligence humaine. Est-ce que finalement, elle n'apprend pas bêtement et simplement les déviances de l'homme? On parlait justement de ce racisme, de ces inégalités. Si, tout à fait, ça a été évoqué, enfin, c'est la question du biais de l'apprentissage. Par rapport à l'intelligence artificielle, il y a ce problème-là de finalement les données qu'on présente vont biaiser. Et on a parlé tout à l'heure de problématiques de culture. Il y a une problématique à concevoir des systèmes qui sont adaptés à des blancs caucasiens avec des données de ce type-là, qui ne vont pas être adaptés seulement à prédire quelque chose sur d'autres génétiques ou phénotypes, mais sans rentrer dans cette prédiction-là, ne serait-ce que par exemple pour la rééducation, maîtrise post-AVC, on sait que la récupération d'expertise sensorimotrice, de skills moteurs, et qu'on ne peut pas forcément réentraîner un patient indien qui a d'autres techniques du corps avec des stratégies de rééducation plus occidentales ou plus françaises. Il y a des gestes du quotidien comme le fait d'utiliser une fourchette ou de manger avec certains outils, d'utiliser certains jeux qui sont connotés culturellement et qu'on est très loin à des années-lumière de prendre en compte. Donc il y avait un rêve en fait de l'IA d'arriver à personnaliser un peu plus dans mon domaine, par exemple, j'utilise l'IA pour améliorer le contrôle des prothèses, pour qu'on ait moins besoin que la personne apprenne, se conforme à la prothèse pour la faire fonctionner. L'idée, par exemple, avec le pattern recognition, qui est une machine learning, c'est l'utilisateur montre ce qu'il voudrait faire et l'algo décode ça et peut utiliser ça. Le résultat, c'est qu'on on conforme toujours les gens à une certaine manière d'être, on les robotise un peu pour faciliter le problème, et que donc on est très loin de pouvoir prendre en compte cette diversité, ces variations culturelles, et c'est un enjeu majeur, la question du biais. Les données, si elles sont pas représentatives, elles vont faire des prédictions caduques, et on voit que pas mal de minorités, que ce soit les femmes, les différentes ethnies, souffrent déjà de certaines mises en œuvre algorithmiques. C'est une question majeure. Est-ce qu'il faut comprendre maintenant que, comme pour l'humain, avec l'intelligence artificielle, on devra aussi faire avec la bêtise artificielle? Très certainement. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Le corpus, une personne
personne n'est pas comparée à une base de données, elle est uniquement comparée à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui suit la personne et qui suit son évolution. Donc à aucun moment, elle est comparée, on ne fait pas de catégorie, je ne sais pas, blanc, caucasien, 40 ans, fumeur, obèse, habitant, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de catégorie comme ça. C'est vraiment chacun est sa propre référence. Et on suit l'évolution de chacun. Et puis, et ces données-là, le but ultime, c'est pas de réduire la personne à un set de données, ou même si c'est elle sa propre référence, c'est de la guider ou lui proposer des solutions quand il y a un problème qui survient, quand il y a un problème qui est détecté. Et c'est aussi l'idée de lancer une alerte, peut-être précoce, avant que la personne ressente vraiment l'effet pathologique, d'être capable de dire, tiens, ce comportement physiologique-là, il a été modifié, donc il y a quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas savoir quoi, et on va lancer une alerte en disant, ben voilà, on a détecté ce type de modification physiologique, on peut vous proposer cet ensemble de solutions, et puis on lance simplement une alerte. C'est pas une réduction à un set de données en disant, voilà, s'il y a ces données-là, il faut faire ça. C'est pas aussi simple que ça. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que Andon a quelque chose à dire? Mais je crois que la question était aussi adressée à Grégoire. Alors, allez-y, intervenez. Vous avez dit passionnant. Simplement, plus on va, plus on parle de médecine, plus on parle de bio, c'est très bien. Sauf qu'au départ, les gens ne pensaient pas que l'intelligence artificielle allait avoir un tel impact dans ces domaines. Je connais bien plusieurs éditeurs américains et français, et ils disent tous on est obligé de revoir entièrement nos livres, écrans ou écrits. D'autre part, l'école polytechnique en France, la célèbre école, j'avais obtenu d'elle qu'il y ait 10 places réservées aux élèves bio. On me disait, mais à quoi ça sert? Maintenant, on en est à 20 places bio qui existent. Le résultat, c'est quoi? C'est que la révolution, elle est double. Il y a la révolution algorithme et il y a la révolution bio. Car de toutes les sciences, si vous regardez bien, quelle est celle qui évolue le plus vite, c'est pas les maths, c'est pas la physique, c'est pas la chimie, c'est la bio. La vitesse à l'égard progresse la bio plus les algorithmes, ça vous fait un savoir qui est énorme, énorme, énorme. Et donc, qui va pouvoir maîtriser ce savoir? À Lausanne, d'accord. La bonne concurrence à Zurich, d'accord. À Genève, d'accord. Excellente concurrence, je ne sais pas quoi. Mais à l'échelle de la planète, vous êtes très fort. Qui pourra vous égaler? Ça, c'est une question fondamentale, mais ça ouvre aussi au panel suivant, à la deuxième partie de l'après-midi sur la religion. Mais on va laisser peut-être Grégoire, si tu as envie de dire quelque chose, hein, en me laissant peut-être juste avant parler du réductionnisme. Ce qu'on a vu notamment à travers vos travaux, à travers les travaux d'autres, c'est l'importance de la motivation individuelle, de l'engagement, des émotions pour la résilience. Donc vous voyez, chasser le naturel et le revient au galop, vous pouvez équiper les gens de tout ce que vous voulez. S'ils ne sont pas là avec toute leur humanité pour se battre contre le destin, il ne semble pas que ça marche. Deuxième question, la différence interindividuelle sur ces aspects psychologiques sont fondamentaux et pourraient être un frein à l'application qui succède de ce type de technique. Je peux répondre très facilement, parce que même sur les rongeurs, on voit que la différence de motivation a une corrélation directe avec la récupération neurologique. Donc bien sûr, la motivation est fondamentale. Pour répondre plus à cette question, je vais juste citer une anecdote en fait. Moi, jeune chercheur, maintenant 20 ans, j'avais assisté à la conférence d'Axel Kahn, qui est le président du comité d'éthique. Superbe discours, un français flamboyant comme vous les aimez, sur le progrès, mais aussi met en garde sur les dangers potentiels du progrès en tant qu'éthicien, comme Harry le ferait volontiers. Et puis moi, j'étais allé le voir à la fin de son speech en disant que j'ai trouvé ça extraordinaire, mais je trouve que le progrès c'est aussi extraordinaire, il faut vraiment faire avancer les sciences, comme je l'ai un peu dit dans mon discours. Puis il m'a écrit un petit mot qui était très bien, comme ça, avec sa grande plume, il dit qu'il y a pour Grégoire qui arrive de croire à la science, au progrès, qui fasse aussi en sorte que ce soit un progrès pour l'homme. Et moi, je ne suis pas un éthicien, je suis juste un ingénieur qui essaie de développer les thérapies aujourd'hui pour essayer d'aider des gens à avoir, j'espère, une meilleure qualité de vie. Et c'est avant tout ça ma préoccupation quotidienne. Effectivement, ce serait aussi un progrès pour l'homme. Je pense que c'était très clair dans votre présentation. Un petit mot quand même. On a parlé d'émotions, on a parlé de sentiments, on a parlé de tout ça. Une toute petite anecdote, mais elle vaut cher. Nous nous occupons dans les prisons de mineurs aussi qui ont fait des choses épouvantables, dont un qui a 12 ans avait tué sa sœur qui se mettait
lui, et un autre qui, à 12 ans, avait tué un commerçant qui cambriolait. À 17 ans, il faisait encore pipi au lit. Il est impossible qu'à 18 ans, il doit regagner les gens en liberté, il se réinsère s'il fait encore pipi au lit. J'ai demandé à mon jeune interne, Nestor, comme le maître d'hôtel du capitaine Hanog, de s'en occuper. Jusque-là, ces gars-là, on les avait abrutis de médicaments, d'antidépresseurs, ils faisaient toujours pipi au lit. Et Nestor, qui est un élève extraordinaire d'une petite ville toute simple, qui a 23 ans, il leur a parlé en langue locale, ils ne parlent pas le français, ils sont une très bonne école, voilà, de quoi tu voudrais qu'on parle? Et ils ont dit de football. Et on nous a équipés de téléviseurs pour qu'ils voient la Coupe du Monde de football, après la Coupe d'Afrique, où les Béninois ont été talents. Et il a parlé comme ça, 2 ou 3 heures par semaine, un rendez-vous. Et petit à petit, sans être pressé, il ne faut jamais être trop pressé pour les guérisons, ils ont fait moins pipi. Et au bout de 12 séances, ils ne faisaient plus du tout pipi au lit. Parce qu'il y a eu une connexion des émotions qui a fait que celui qui était un élève extraordinaire, qui mentionne très bien partout, il était au contact de quelqu'un qui n'avait pratiquement pas étudié. Et à ce moment-là, on a remplacé tous les médicaments par un contact humain. Au bout de 12 séances, il s'est arrêté. Si vous lisez le cas Dominique de Françoise Dolto, c'est pareil, au bout de 12 séances, elle a dit « J'arrête, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas être trop pressé. » Bravo aux internes. Et bravo à Françoise Dolto, qui était une amie de la famille et qui était là quand j'étais petit. Et je ne suis pas sûr que d'avoir été élevé avec le discours de Dolto, il fait quelqu'un de très normal sur scène. Il est dur. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre participation à cette première table ronde. Vous pouvez les applaudir.